Maman, envoie-moi la clé de la maison de plage. C'est la première chose que mon fils m'a dite après m'avoir laissé à l'écart de son mariage. Il voulait passer sa lune de miel dans cette maison, celle-là même que j'avais payée au prix de 20 ans de travail acharné et de sacrifices sans fin. Je n'ai pas réagi avec colère. J'ai juste souri, raccroché et, 2 jours plus tard, le cadeau, que j'avais déposé sur le pas de sa porte a fait hurler sa femme. Je m'appelle Marisla Vasquez, j'ai 66 ans, et cet appel de Raoul ne m'a pas seulement brisé le cœur, il m'a ouvert les yeux pour toujours. Entendre ton fils unique, élevé avec tout ton amour et tes efforts, te parler comme si tu étais son serviteur personnel est plus douloureux que n'importe quelle trahison. J'ai grandi dans une petite ville où l'on m'a appris que la famille et le travail étaient les choses les plus sacrées. Dès mon plus jeune âge, je faisais le ménage chez les autres pour que mes enfants ne manquent jamais du nécessaire. Mes mains devenaient dures à récurer les sols, mes genoux se faisaient mal à force de nettoyer des salles de bain qui n'étaient pas les miennes, mais chaque dollar que je gagnais contribuait à leur avenir. Raoul était mon cadet et mon fils unique. Dès son plus jeune âge, son intelligence et son ambition étaient évidentes. J'ai travaillé 2 fois plus pour financer ses études et ses vêtements, afin qu'il n'ait jamais honte de nos origines modestes. J'ai vendu les bijoux que j'avais hérités de ma défunte mère pour financer ses études, et j'ai même contracté des prêts qui ont mis des années à être remboursés, juste pour qu'il puisse s'en sortir sans dette. Lorsqu'il a décroché son premier emploi dans une grande entreprise, j'ai pleuré de fierté. Le voir en costume, mallette à la main, monter dans sa nouvelle voiture était la récompense d'une vie de sacrifice. Il représentait ma plus grande réussite, la preuve vivante qu'une mère célibataire peut élever des enfants honnêtes et épanouis. Au fil du temps, j'ai réussi à acheter une modeste maison en bord de mer. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était un refuge où je pouvais écouter le bruit des vagues et me reposer du poids de la vie. Il m'a fallu 20 ans pour la rembourser, et pour moi, cette maison représentait chaque heure travaillée, chaque rêve remis à plus tard, chaque bataille gagnée. Il y a 3 ans, Raoul a rencontré Claudia au travail. Elle venait d'une famille aisée, dont les titres et les noms de famille lui ouvraient des portes. Dès la première fois que je l'ai vue, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans son regard. Ce n'était pas du mépris évident, mais plutôt une courtoisie glaciale, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Au début, j'ai cru à de la timidité, mais avec le temps, cela s'est transformé en une froideur manifeste. Claudia savait me faire sentir invisible chez moi. Si je parlais, elle était distraite par son téléphone. Si elle cuisinait, elle mentionnait toujours son estomac sensible. Si je racontais des anecdotes de l'enfance de Raoul, elle dissimulait un bâillement. Et le pire, c'était de voir mon fils changer. Les appels quotidiens ont disparu, les repas du dimanche ont cessé, et mon opinion a commencé à ne plus avoir d'importance pour lui. Le premier manque de respect, flagrant, s'est produit lors d'un dîner de famille. J'ai préparé du mole, le plat que Raoul adorait depuis son enfance. J'ai passé la journée entière en cuisine à choisir les meilleurs ingrédients que je pouvais me permettre. Quand j'ai servi le plat, Claudia l'a goûté et a commenté avec dédain. C'est trop épicé pour moi. Chez mes parents, la cuisine est plus raffinée. Raoul n'a pas dit un mot, pas même pour me défendre. Cette nuit-là, je restais éveillée, me demandant ce que j'avais fait de mal, en quoi j'avais échoué en tant que mère, pourquoi le fils que j'aimais me laissait traiter ainsi chez moi. Mais je gardais espoir que les choses s'amélioreraient. Je croyais encore que l'amour pouvait vaincre toute influence extérieure. Comme j'avais tort. Les mois suivants furent comme marcher sur du verre brisé. Chaque visite de Claudia chez moi apportait une nouvelle humiliation déguisée en courtoisie. Elle avait un don particulier pour me rabaisser sans rien dire de visiblement offensant. Ses commentaires semblaient toujours innocents, mais chaque mot était comme une aiguille plantée dans mon cœur maternel. « Oh, Marisla, ton salon est si beau. Il est vraiment pittoresque », disait-elle en regardant mes meubles comme des pièces de musée. Des meubles que j'avais achetés au prix de tant d'efforts, en faisant des heures supplémentaires pour pouvoir me les offrir. Chez mes parents, nous avons un décorateur professionnel, mais celui-ci a un charme rustique, ajoutait-elle avec ce sourire faux que je connaissais désormais. Raoul est resté silencieux, toujours silencieux. Mon fils, qui avait autrefois défendu avec passion tout ce que je possédais, semblait maintenant avoir honte de sa propre histoire. Quand je lui ai raconté comment j'avais travaillé pour lui acheter ses livres d'université, il a vite changé de sujet. Quand je lui ai montré ses photos de fin d'études, où j'apparaissais dans ma plus belle robe jaune, il les a cachées comme si elles témoignaient d'une honte. La première fois qu'ils sont venus ensemble dans ma maison de plage, j'ai cru que les choses s'arrangeraient. L'océan a le don d'adoucir les cœurs les plus durs, me suis-je dit. J'ai tout préparé avec tant d'amour. J'ai nettoyé chaque recoin. J'ai acheté les plats que Raoul préférait. J'ai disposé des fleurs fraîches dans tous les vases. Claudia est arrivée avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un chapeau qui coûtait plus cher que mon salaire hebdomadaire.
Elle était assise sur ma terrasse, comme une reine arpentant les territoires conquis. Elle est petite, a-t-il d'abord dit, mais je suppose qu'une seule personne suffit. Une seule personne, comme si je n'étais pas une famille complète. Maman a travaillé 20 ans pour acheter cette maison, dit Raoul, mais sa voix semblait plus désolée que défendante. C'est admirable, répondit Claudia avec ce sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Même si j'imagine que maintenant que tu n'en as plus autant besoin, tu pourrais envisager de la vendre. Les propriétés en bord de mer ont une bonne valeur, et tu pourrais investir cet argent dans quelque chose de plus contemporain. Vends-la, mon refuge, mon lieu sacré, la récompense de tant de sacrifices. Cette femme voulait que je vende ma maison, comme si c'était un vieux meuble devenu inutile. Et le pire, c'était le visage de Raoul, comme s'il envisageait sérieusement la suggestion. Je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler, murmurai-je en essayant de garder mon calme. Bien sûr, dit Claudia. Ce n'était qu'une idée. C'est juste que parfois, les personnes âgées s'accrochent au passé sans penser à l'avenir de leurs enfants. Les personnes âgées. Il parlait de moi comme d'une vieille femme sénile incapable de prendre des décisions. J'avais 66 ans, pas 90. Je travaillais encore, je payais mes factures, j'étais encore complètement indépendante, mais pour elle, je n'étais qu'un fardeau du passé qui empêchait son petit ami d'aller de l'avant. Les dîners de famille devenaient des champs de bataille silencieux. Claudia arrivait toujours en tenue de gala, dans de luxueuses robes roses ou vert émeraude, avec des bijoux qui brillaient plus fort que les lumières de ma salle à manger. Dans mes plus beaux vêtements, je me sentais comme une femme de chambre chez moi. Elle me parlait des restaurants élégants où ils avaient dîné, des voyages en Europe qu'ils préparaient, des personnes importantes qu'elle connaissait. Tout cela pour me rappeler combien notre monde était différent. Ce ne serait pas bien d'avoir une maison plus grande quand on aura des enfants, disais-je à Raoul en me regardant. Un endroit où les enfants pourraient grandir avec plus d'opportunités. Plus d'opportunités. Comme si j'avais limité les opportunités de mon fils, comme si tous mes sacrifices avaient été insuffisants. Raoul hochait la tête sans me regarder. L'œil. Mon fils, qui me consultait même pour acheter des chaussures, planifiait désormais son avenir comme si je n'existais pas, comme si mon opinion, mon expérience, mon amour maternel n'avaient aucune valeur. Un jour, ils sont arrivés chez moi, et Claudia portait une bague de fiançailles qui brillait comme une étoile. Elle l'a montrée à tout le monde, moi y compris. Quand je l'ai enfin vue, je n'ai pas pu m'empêcher de demander quand aurait lieu le mariage. Ce sera quelque chose d'intime, a dit Raoul en évitant mon regard. Juste la famille proche. Juste la famille proche. Moi, sa mère, la femme qu'il a mis au monde, qu'il a élevé seule, qui a sacrifié 20 ans pour lui. Apparemment, pas la famille proche. Le silence qui a suivi était si pesant qu'il aurait pu être tranché au couteau. Je suis sûre que tu comprendras, Marisla, a dit Claudia de cette voix douce qu'elle avait l'habitude d'insulter. Nous voulons quelque chose de très sélect, de très élégant. Tu sais comment ces choses se passent dans notre classe sociale. Notre classe sociale, pas celle de Raoul, qui avait grandi en mangeant des haricots et du riz pendant que je travaillais pour subvenir à ses besoins. Notre classe sociale, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde de privilèges que je n'avais jamais pu lui donner, mais qui l'entourait désormais, niant tout son passé. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Ce n'était pas que de la douleur. C'était un mélange de rage, de déception et d'une tristesse si profonde que j'en avais mal à la poitrine. C'était pour ça que j'avais travaillé si dur, pour élever un fils qui avait honte de moi, pour qu'une fille gâtée entre chez moi et me traite comme une moins que rien. Mais j'avais encore de l'espoir. Je croyais encore que le jour du mariage, Raoul se souviendrait de celui qui avait toujours été là pour lui, qu'il m'appellerait en pleurant, s'excusant, me demandant d'être à ses côtés pour le jour le plus important de sa vie. Quelle bêtise j'avais eue. Le mariage approchait comme une tempête que je voyais venir, mais je ne pouvais m'arrêter. Raoul venait de moins en moins souvent à la maison, et quand il le faisait, il ressemblait à un étranger venu par courtoisie. Ses conversations avec moi se limitaient à des questions basiques sur ma santé et à des commentaires sur la météo. Mon fils, qui autrefois me racontait même ses rêves, était maintenant un inconnu poli qui me traitait comme une voisine distante. 2 semaines avant le mariage, j'ai décidé d'avoir une dernière conversation avec lui. J'ai préparé son plat préféré, des tamales sucrés comme ceux que je préparais quand il était petit et qu'il rentrait de l'école affamé. Les mêmes tamales qu'il demandait à chaque anniversaire, qu'il emportait fièrement aux fêtes de l'école pour les partager avec ses amis. Lorsqu'il est arrivé cet après-midi-là, il était seul. Je ne l'avais pas vu depuis des mois sans Claudia, accrochée à son bras telle une ombre élégante et froide. J'ai pensé que c'était ma chance, mon moment de reconquérir mon fils. « Il sent bon, maman » a-t-il dit. Et pendant une seconde, il était le garçon dont je me souvenais. Nous nous sommes assis pour manger en silence.
J'ai attendu qu'il commence à parler, qu'il me dise quelque chose. À propos du mariage, pour expliquer pourquoi il avait pris une décision aussi douloureuse. Mais il mangeait machinalement, regardant son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Raoul, ai-je fini par dire, il faut qu'on parle du mariage. Il s'est immédiatement tendu, a posé sa fourchette et a soupiré comme si j'étais un problème de plus à régler dans sa journée chargée. Maman, on en a déjà parlé. C'est une petite cérémonie très privée. Claudia veut quelque chose d'intime. Et moi, je suis quoi? Ai-je demandé, la voix brisée. Je ne suis pas intime. Je ne suis pas important dans ta vie. Ce n'est pas ça, a-t-il dit, mais il a refusé de me regarder dans les yeux. C'est juste que c'est compliqué. La famille de Claudia est très particulière. Ils ont des traditions très particulières, des traditions qui ne m'incluaient pas, des traditions qui ont effacé mon existence de la vie de mon fils, comme si j'étais une tâche dans leur histoire, comme si 26 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement ne valaient rien comparé aux exigences sociales d'une fille capricieuse. Sais-tu quelle est ma tradition? Dis-je d'une voix tremblante mais ferme. La tradition d'avoir cumulé 2 emplois pour payer tes études. La tradition d'avoir vendu tout ce que je possédais pour que tu puisses avoir ce que je n'ai jamais eu. La tradition de t'avoir aimé inconditionnellement chaque jour de ta vie. Raoul s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Pour la première fois depuis des mois, il me regarda droit dans les yeux, et ce que j'y vis me brisa le cœur. Ce n'était ni de l'amour filial, ni de la gratitude, ni même de la culpabilité, c'était de l'agacement. Mon fils me voyait comme un problème, comme un fardeau émotionnel qui compliquait sa nouvelle vie parfaite. Maman, ne dramatise pas, dit-il de cette nouvelle voix qu'il avait acquise. Cette voix qui ressemblait exactement à celle de Claudia. Tu sais que je t'aime, mais ma vie est différente maintenant. J'ai d'autres responsabilités, d'autres engagements. D'autres engagements. Comme si j'étais un engagement facultatif dont il pouvait se libérer quand bon lui semblait. Comme si le lien mère-fils pouvait être rompu dès que je ne serais plus utile socialement. As-tu honte de moi? Lui ai-je demandé directement. Le silence qui a suivi a été la réponse la plus claire que j'aurais pu recevoir. Raoul n'a pas dit non. Il n'a pas été indigné par la question. Il n'a pas voulu me convaincre que j'étais folle de penser cela. Il est simplement resté silencieux, regardant ses mains, cherchant les mots justes pour me blesser le plus doucement possible. Ce n'est pas ça, maman, a-t-il finalement dit. C'est que ta façon d'être, ta façon de parler, est très différente de celle des gens que je fréquente maintenant. Claudia et sa famille sont très raffinés, leurs attentes sont très élevées, des attentes que je n'ai pas comblées. Ma façon d'être, forgée par des années de travail honnête et d'amour inconditionnel, n'était pas assez sophistiquée pour le nouveau monde de mon fils. Ma façon de parler, directe et sincère, ne collait pas avec l'hypocrisie élégante de sa nouvelle classe sociale. Je comprends, ai-je dit, même si intérieurement je m'effondrais. Je comprens perfectament. Elle est partie ce soir-là avec un sourire soulagé, comme si elle avait réussi à résoudre un problème tenace. Elle m'a embrassé sur la joue comme une tante lointaine et m'a dit qu'elle m'appellerait après la lune de miel. Après la lune de miel, elle n'allait même pas m'appeler pour me dire comment s'était passé son mariage. Les jours suivants ont passé comme un brouillard douloureux. J'ai continué ma routine quotidienne. Travailler, faire le ménage, cuisiner, mais tout semblait vide. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur battait la chamade. J'ai bondi, espérant que ce serait Raoul qui changerait d'avis, demanderait pardon et m'inviterait à son mariage, mais ce ne fut jamais lui. Le jour du mariage s'est levé, ensoleillé et magnifique. Je connaissais l'heure exacte de la cérémonie, car j'avais entendu Claudia en parler lors d'une de ses visites. À 17h, mon fils se marierait, et je serais seule à la maison, comme si j'étais une étrangère sans importance dans sa vie. J'ai enfilé mon plus beau costume vert, celui que j'avais acheté pour les grandes occasions. Les grandes. Je me suis coiffée avec soin, je me suis maquillée un peu, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être était-ce un acte de résistance, une façon de préserver ma dignité, même si personne ne me voyait. J'étais assise dans mon salon à 17h et j'imaginais mon fils à l'autel, beau dans son costume de mariage, promettant un amour éternel à la femme qui m'avait effacé de sa vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour le garçon qu'il avait été, pour l'homme qu'il était devenu, pour la mère qui n'était plus la bienvenue dans son monde. J'ai pleuré pour tous les rêves que j'avais faits de ce jour-là, pour toutes les fois où j'avais imaginé danser au mariage de mon fils, fière et heureuse de voir qu'il avait trouvé l'amour. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée éveillée, pensant à toutes mes erreurs, à tous les moments où j'aurais pu agir différemment. J'avais été trop aimante, trop présente, j'avais élevé un fils ingrat, ou j'avais tout simplement perdu face à une femme plus intelligente et plus manipulatrice que moi. Le lendemain, au petit matin, mon téléphone. C'était Raoul. Mon cœur s'emballa,
pensant qu'il s'était peut-être souvenu de son amour pour moi, qu'il voulait peut-être s'excuser et tout recommencer. « Salut, maman », dit-il d'une voix enjouée, comme si de rien n'était. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien, » mentis-je. « Comment s'est passé le mariage ? » ?»« Parfait. » Tout s'est déroulé exactement comme Claudia le souhaitait. C'était très élégant, très beau. Tu aurais aimé. Je l'aurais aimé comme si j'avais choisi de ne pas être là, comme si mon absence était ma décision et non une exclusion délibérée et cruelle. Contente de savoir, dis-je, même si respirer me faisait mal. Salut, maman, continuai-je de cette voix désinvolte avec laquelle je demandais des faveurs. On fait nos valises pour la lune de miel, et j'ai eu une idée géniale. Mon cœur se serra. Je savais que quelque chose de grave allait arriver, mais je n'imaginais pas à quel point. Que as-tu trouvé ? Demandai. Eh bien, tu sais que j'ai toujours adoré ta maison de plage. Claudia l'a vue, et même si elle dit qu'elle est petite, elle pense que ce serait romantique pour une lune de miel. Que dirais-tu de nous prêter les clés pendant 2 semaines ? Le monde s'est arrêté. Mon fils, qui ne m'avait pas invité à son mariage, qui m'avait exclu du jour le plus important de sa vie, qui avait laissé sa femme m'humilier pendant des années, me demandait maintenant de lui prêter ma maison pour célébrer un mariage auquel je n'avais pas été la bienvenue. Ma maison de plage, mon refuge, mon lieu sacré où je guérirais les blessures qu'il m'avait lui-même infligées. Il voulait que je la lui donne pour célébrer son amour, pendant que je serais seule avec ma douleur. « Tu m'as entendu, maman » a-t-il demandé comme je ne répondais pas. « Je t'ai parfaitement entendu » ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. « Alors, qu'en dis-tu ? On peut avoir les clés ?» Cette question a changé quelque chose en moi pour toujours. À cet instant, la mère que j'avais été est morte, et une nouvelle femme est née, une femme qui avait appris à ses dépens que l'amour inconditionnel est parfois inréciproque et que sa propre dignité vaut mieux que des relations qui détruisent son âme. « Laisse-moi y réfléchir, » ai-je dit. « Je t'appelle plus tard. » J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine pendant des heures. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais maintenant. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui couvait en moi comme une tempête silencieuse. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu la situation telle qu'elle était, sans le filtre de l'amour aveugle d'une mère qui m'avait empêché d'admettre la réalité. Mon fils ne me respectait pas, sa femme me méprisait, et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, il avait le culot de me demander de leur donner ma maison pour célébrer un amour qui s'était construit sur moi. Humiliation. Je me suis levée de table et suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents importants et j'ai sorti l'acte de propriété de ma maison de plage. Je l'ai lu ligne par ligne, me souvenant de chaque paiement effectué, de chaque sacrifice que chaque mensualité avait représenté. 20 ans de ma vie étaient inscrits sur ce bout de papier. 20 ans à travailler samedi et dimanche, à manger du riz et des haricots pour économiser, à me priver de petits luxes pour réaliser quelque chose qui m'appartenait entièrement. Cette maison était plus qu'une propriété. C'était mon indépendance, ma sécurité, la preuve qu'une femme seule pouvait réussir dignement. Et maintenant, mon fils voulait que je la prête à la femme qui avait systématiquement planifié de m'effacer de sa vie. J'ai appelé ma sœur Hilda cet après-midi-là. Hilda avait toujours été plus directe que moi, moins tolérante au manque de respect. Pendant des années, elle avait essayé de me mettre en garde contre le comportement de Raoul, mais j'ai toujours défendu mon fils. Il trouvait toujours des excuses pour justifier ses actes. Marisla m'a dit dès que je lui ai raconté ce qui s'était passé, « Ce garçon, il est complètement perdu, et tu as été trop gentille avec lui. » « C'est mon fils, Hilda, dis-je, même si je n'étais plus aussi convaincante qu'avant. « Être ton fils ne lui donne pas le droit de te traiter comme une servante, » répondit-elle avec cette fermeté qui l'avait toujours caractérisée. « Sais-tu ce que je ferais à ta place ? Que je lui donnerais une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ce garçon a besoin de se rappeler d'où il vient et qu'il a mis là où il est. » J'ai raccroché avec Hilda, mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Une leçon que je n'oublierai jamais. Mais quelle leçon ? Comment enseigner l'humilité à quelqu'un qui a complètement oublié ses racines ? Ce soir-là, alors que je préparais le dîner pour une seule personne, une idée m'est venue. Elle était simple, élégante et parfaitement juste. Si Raoul voulait ma maison pour sa lune de miel, il l'aurait, mais pas comme il espérait. Le lendemain, tôt le matin, j'ai pris la voiture pour ma maison de plage. Je n'y étais pas allée depuis un mois, depuis la dernière fois que j'y étais allée pleurer et réfléchir en paix. J'ai parcouru chaque pièce, me remémorant tous les moments heureux que j'y avais passés. Les week-ends à lire sur la terrasse, les dîners au coucher du soleil, les nuits à écouter le bruit des vagues en planifiant l'avenir. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps d'appeler. « Salut, maman »
répondit-il de cette voix joyeuse qu'il utilisait lorsqu'il attendait une bonne nouvelle. Salut, mon fils, dis-je calmement. J'ai réfléchi à ta question. Et qu'as-tu décidé? Peux-tu avoir les clés de la maison? J'entendis son cri de joie à l'autre bout du fil. Maman, tu es la meilleure. Claudia va être tellement heureuse. Je te remercie beaucoup. De rien, dis-je, mais j'ai une condition. Bien sûr, dis-moi. J'ai besoin que tu viennes chercher les clés en personne aujourd'hui, et je veux mieux connaître Claudia en tant qu'épouse. Invite-moi à dîner ce soir pour fêter ça. Il y eut un silence. Je savais qu'il se demandait si ça valait la peine de se contenter d'un dîner avec moi en échange de 2 semaines gratuites à la plage. D'accord, dit-il. Finalement, on y va à 20h. Parfait, à bientôt. Après avoir raccroché, je suis retournée en ville. J'avais beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour les faire. Mon premier arrêt fut la banque. Je devais effectuer un virement important. Le deuxième arrêt fut une boutique de cadeaux chic dans le centre commercial le plus exclusif de la ville. J'ai passé 1 heure à choisir la boîte parfaite. Elle devait être élégante, du genre que Claudia approuverait. J'ai finalement trouvé une belle boîte en velours violet avec un nœud doré. Elle m'a coûté plus cher que mes dépenses alimentaires en 1 semaine, mais elle valait chaque centime. De retour à la maison, j'ai tout préparé avec le même soin que j'avais toujours apporté au dîner en famille. J'ai disposé ma plus belle nappe, sorti la belle porcelaine que je réservais aux grandes occasions. J'ai allumé des bougies. Si c'était le dernier dîner que je partageais avec mon fils en tant que mère que j'avais été jusqu'à ce jour, je voulais qu'il soit mémorable. À 20h précises, ils sont arrivés. Raoul souriait, visiblement ravi d'avoir la maison gratuitement. Claudia est arrivée vêtue d'une robe rose, qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, et avec ce sourire faux que je connaissais déjà. Marisla m'a dit de cette voix douce qu'elle avait l'habitude d'insulter, « Tu es si jolie, et ta maison sent si bon. » Comme à la maison. Une façon élégante de dire que ma nourriture sentait bon marché et fade comparée au restaurant coûteux où elle avait l'habitude de dîner. Merci, ai-je dit avec un sourire sincère. J'espère que vous apprécierez le dîner. Pendant le repas, Claudia a longuement parlé du mariage. Elle a décrit chaque détail avec une précision exquise. Les fleurs qui avaient coûté $2000. La robe importée de France, la ceinture spécialement acheminée de la capitale, les invités importants présents. C'était exactement comme j'en rêvais depuis toute petite, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Un mariage parfait, sans aucun élément qui détonnait avec l'élégance de l'événement. Sans aucun élément qui détonnait, comme moi, comme la mère qui travaillait et qui avait élevé le marié, comme la femme qui avait tout sacrifié pour que ce jour soit possible. Je suis si heureuse que ce soit parfait, lui ai-je dit avec une sincérité absolue. Raoul semblait mal à l'aise avec la conversation, mais il ne prit pas ma défense. Comme toujours, après le dîner, pendant que nous prenions notre café, je sortis l'élégante boîte violette que j'avais préparée. Avant de leur donner les clés, je dis, je veux vous offrir un cadeau de mariage. Les yeux de Claudia s'illuminèrent en voyant la boîte coûteuse. Je savais qu'elle calculait son prix, se demandant quel bijou ou quel cadeau précieux elle pouvait contenir. Tu n'avais pas à t'en soucier, maman, dit Raoul, mais il parut curieux. J'insiste, dis-je en posant la boîte sur la table. Ouvre-la, Claudia. Claudia prit la boîte d'une main impatiente. Elle l'ouvrit lentement avec ce sourire plein d'espoir de quelqu'un qui espère recevoir quelque chose de précieux. Mais lorsqu'elle vit le contenu, son visage changea du tout au tout. À l'intérieur de l'élégante boîte, enveloppée dans du papier de soie, se trouvaient les clés de ma maison de plage. Juste les clés, rien de plus. Les clés, dit Claudia d'une voix confuse. Juste les clés, juste les clés. Je confirmai avec un sourire serein. Les clés de ma maison que tu pourras utiliser pendant 2 semaines parce que je te le permets. Les clés de la maison que j'ai achetées grâce à mon travail et à mes sacrifices. Les clés que je te prête parce que malgré tout, Raoul est toujours mon fils. Le silence à table était si épais qu'il était à couper. Claudia fixait les clés comme des serpents venimeux. Raoul me regardait, ne comprenant pas exactement ce qui s'était passé, mais sachant que quelque chose avait changé. Je ne comprends pas le but de tout ça, dit Claudia d'une voix tendue. Le but, dis-je en me levant de table, est de te rappeler que tout ce que tu as, tout ce que tu aimes, tout ce qui te permet de vivre comme tu le fais, vient du sacrifice de gens comme moi, de gens qui ont travaillé honnêtement pour que tu puisses avoir une vie confortable. Claudia s'éleva brusquement. Je ne suis pas obligée d'écouter ça. Tu as raison, lui dis-je d'un ton parfaitement calme. Tu n'es pas obligée d'écouter quoi que ce soit. Tu peux partir quand tu veux, mais si tu veux utiliser ma maison, tu vas prendre ces clés en sachant pertinemment que c'est un cadeau de la femme que tu méprises depuis des années. Maman,
Intervint finalement Raoul. Je crois que tu exagères. Exagérer? Demandai-je en le regardant droit dans les yeux. J'exagère quand je dis que je n'ai pas été invitée à ton mariage. J'exagère quand je dis que ta femme me manque de respect chez moi depuis des années. J'exagère quand je dis que tu me parles comme si j'étais un employé qui te devait des faveurs. Raoul ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, car chaque mot qu'il avait dit était la pure vérité. Prends les clés, leur dis-je, profite de ta lune de miel. Mais chaque fois que tu ouvriras cette porte, chaque fois que tu t'assieras sur cette terrasse, chaque fois que tu verras la mer depuis cette maison, souviens-toi de qui a payé et pourquoi on te les prête. Claudia prit les clés, les mains tremblantes de rage. Allons-y, dit-elle à Raoul. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, j'ajoutai une dernière chose. Oh, et à ton retour de lune de miel, j'attends que tu me les apportes personnellement. J'ai autre chose à te dire. Ils sont partis sans dire au revoir. J'ai entendu la voiture s'éloigner et je suis restée dans mon salon, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Me sentais peuissante. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été les plus paisibles que j'ai connus depuis des mois. Je n'ai reçu aucun appel de Raoul, aucun SMS, aucune tentative de contact. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre, emportant avec lui toute la tension et la douleur qu'il portait depuis si longtemps. Ce premier matin, je me suis réveillée différente, plus légère, mais aussi plus forte. J'ai préparé mon café comme d'habitude, mais au lieu de penser aux problèmes avec mon fils, je me suis concentrée sur moi-même. À quand remonte la dernière fois que j'avais fait quelque chose juste pour mon plaisir? À quand remonte la dernière fois où j'avais pris une décision sans réfléchir à l'impact que cela aurait sur Raoul? J'ai décidé d'aller faire du shopping, non pas pour ma maison, ni pour préparer un dîner pour des invités, mais pour moi-même. J'ai acheté une belle robe jaune qui me mettait en valeur, des chaussures de marche confortables et un livre que je rêvais de lire depuis des mois. J'ai dépensé de l'argent pour moi sans culpabiliser pour la première fois depuis des années. Cet après-midi-là, ma sœur Hilda m'a appelé. « Raoul t'a déjà appelé ?» m'a-t-elle demandé directement. Je n'ai pas répondu, et elle ne s'attendait pas à ce que je le fasse. « Comment te sens-tu » C'était une question simple, mais il m'a fallu plusieurs secondes pour répondre. Comment je me sentais? Ai-je finalement dit, surprise par la réponse. Bien, a dit Hilda avec satisfaction. Il était temps que tu prennes conscience de ta valeur. 5 jours se sont écoulés avant que j'aie de leurs nouvelles. Ce n'est pas Raoul qui m'a appelé, mais Claudia. Sa voix était différente, moins assurée, moins condescendante. « Salut, Marisla » a-t-elle dit. Et j'ai immédiatement remarqué qu'elle avait cessé de m'appeler par mon nom avec cette intonation dédaigneuse qu'elle utilisait toujours. « Salut, Claudia » ai-je répondu avec un calme absolu. « Nous sommes à la maison sur la plage » a-t-elle poursuivi. « Je voulais te remercier de nous l'avoir prêté. » C'était la première fois en 3 ans que cette femme me remerciait pour quelque chose. « De rien » lui ai-je dit. « Tu profites bien de ta lune de miel. »« Oui, tout à fait » a-t-elle répondu, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui ne semblait pas tout à fait heureux. « La maison est vraiment magnifique. La vue sur l'océan est spectaculaire. Je suis ravie de l'entendre, ai-je dit, attendant de voir où la conversation allait mener. Marisla a poursuivi après une pause. On peut parler à notre retour. Raoul et moi avons beaucoup discuté ces derniers jours, et je pense qu'il y a des choses qu'il faut éclaircir. Des choses qu'il faut éclaircir. C'était intéressant de voir comment 2 semaines passées chez moi, à respirer l'air que je respirais, à dormir dans le lit que j'avais acheté, à utiliser la vaisselle que j'avais choisie, avait commencé à changer sa perspective. Bien sûr, ai-je dit. À ton retour, on pourra parler. J'ai raccroché avec un sourire. Je savais exactement ce qui s'était passé. Claudia vivait chez moi, utilisait mes affaires, savourait le fruit de mon travail, et pour la première fois, j'avais dû affronter la réalité de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. Il était facile de mépriser quelqu'un quand on ne le voyait que comme un obstacle. C'était plus difficile de le mépriser quand on vivait littéralement du fruit de son travail. Pendant ces 2 semaines, je me suis consacrée à des choses que je remettais à plus tard depuis des années. J'ai réorganisé toute ma maison, donné les vêtements que je ne portais plus et peint le salon d'un vert tendre que j'avais toujours aimé, mais que je n'avais jamais osé porter, pensant que Raoul n'apprécierait pas. J'ai aussi commencé à sortir davantage. J'ai accepté l'invitation de ma voisine Lynn pour aller danser dans une boîte de nuit pour les gens de notre âge. Je n'avais pas dansé depuis plus de 10 ans, et je me suis rendu compte que je savais encore bouger mes pieds au rythme de la musique. J'ai ri plus ce soir-là que pendant tous les mois précédents. « Tu es radieuse », m'a dit Aline en rentrant à la maison, comme si un poids s'était ôté de mes épaules. « C'est exactement ce que je ressens », ai-je répondu. Le jour de leur retour de lune de miel,
Raoul m'a appelé tôt le matin. Salut, maman, a-t-il dit. Et sa voix était différente, moins assurée, moins autoritaire. Salut, mon fils, ai-je répondu. On peut venir te voir cet après-midi. Claudia et moi voulons te parler. Bien sûr. À quelle heure? 6. Ça te va? Parfait. J'ai passé la journée à me préparer mentalement à ce qui allait suivre. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre de cette conversation, mais je savais qu'elle serait importante. J'ai enfilé ma nouvelle robe jaune, me suis coiffée et maquillée. Je voulais être belle, non pas pour les impressionner, mais pour moi-même. Ils sont arrivés à temps. Raoul paraissait plus humble que je ne l'avais vu depuis des années. Et Claudia semblait mal à l'aise, mais sans ce malaise au teint d'avant. On aurait dit quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi et qui n'aimait pas ses conclusions. Salut, maman, m'a dit Raoul en me serrant dans ses bras plus chaleureusement que je ne l'avais reçu depuis des mois. Salut, Marisla, m'a dit Claudia, et j'ai remarqué qu'elle me regardait dans les yeux, chose qu'elle avait rarement faite auparavant. Nous étions assis dans le salon. Un silence tendu régnait, comme si nous savions tous que quelque chose d'important allait se produire, mais que personne ne savait exactement par où commencer. Finalement, ce fut Claudia qui prit la parole la première. Marisla commença, la voix légèrement tremblante, je tiens à m'excuser. Les mots restèrent en suspens. En 3 ans, je n'avais jamais entendu cette femme s'excuser de quoi que ce soit. Des excuses pourquoi? Lui ai-je demandé. Même si je savais parfaitement pourquoi. Pour tout, a-t-elle dit, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour ne pas t'avoir invité au mariage. J'ai regardé Raoul. Il avait la tête baissée, les yeux fixés sur ses mains. Et toi? Ai-je demandé. Tu as quelque chose à dire aussi. Raoul a levé la tête et m'a regardé avec des yeux remplis de douleur. Maman, a-t-il dit d'une voix brisée, j'ai été le pire fils du monde. Je ne lui ai pas dit fermement. Ce n'était pas le pire fils du monde. C'était un fils désorienté qui avait oublié ses valeurs. Mais ça peut changer aujourd'hui chez toi, a-t-elle poursuivi. On a beaucoup parlé. Claudia m'a fait voir des choses que je ne voulais pas admettre. Comment je t'avais traité? Comment j'avais laissé être traité? J'ai regardé Claudia avec surprise. Tu lui as fait comprendre ça. Claudia a hoché la tête, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Être chez toi a changé ma perspective, a-t-elle dit. Voir tout ce que tu avais accompli, tout ce que tu avais construit par ton travail, lire les livres que tu avais sur les étagères, voir les petites photos de Raoul, comprendre vraiment qui tu étais et ce que j'avais sacrifié pour lui. On a trouvé une boîte avec toutes mes notes universitaires, a ajouté Raoul. Tout était soigneusement conservé, et les photos de ma remise de diplôme où tu avais l'air si fier. Et j'ai réalisé que j'avais essayé d'effacer la personne qui m'aimait le plus au monde. J'ai aussi trouvé les reçus des mensualités de la maison, a dit Claudia. 20 ans de mensualité. 20 ans de travail pour avoir quelque chose à moi. Et j'ai réalisé que moi, qui n'avais jamais travaillé de ma vie, j'avais méprisé une femme qui avait accompli plus par ses propres efforts que moi avec tous mes privilèges. C'était étrange d'entendre Claudia parler si honnêtement. C'était comme si ces 2 semaines passées chez moi l'avaient débarrassée de tous les masques qu'elle portait habituellement. Je n'ai jamais eu à sacrifier quoi que ce soit, continua-t-il. Mes parents m'ont tout donné. Je n'ai jamais valorisé le travail, car je n'avais jamais eu à travailler. Mais être chez toi, avec les choses que tu avais achetées au prix de tant d'efforts, m'a fait comprendre ce que signifiait vraiment le sacrifice. Et cela m'a fait comprendre, ajouta Raoul, que j'avais troqué la femme la plus forte que je connaisse contre l'approbation de gens qui ne m'aimeront jamais comme tu m'aimes. Les mots de mon fils m'ont touché droit au cœur, non pas parce que c'était ce que je voulais entendre, mais parce qu'ils semblaient totalement sincères. Que veux-tu de moi maintenant? Leur ai-je demandé. Nous voulons une chance, dit Raoul. Une chance de prendre un nouveau départ, de réparer les choses. Nous voulons que tu saches, ajouta Claudia, que nous comprenons si tu ne peux pas nous pardonner. Nous comprenons si tu as besoin de temps, mais nous espérons que tu nous donneras l'occasion de te montrer que nous pouvons changer. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes, réfléchissant. J'étais tentée de dire oui immédiatement, de les serrer dans mes bras et de faire comme si de rien n'était, mais j'avais appris quelque chose d'important ces semaines-là. Le véritable amour exige parfois des limites claires. Je vais être honnête avec vous, leur ai-je finalement dit. Ils m'ont profondément blessée, et je ne peux pas l'oublier, car ils se sentent mal maintenant. Ils ont tous deux hoché la tête, attendant la suite, mais j'ai continué. Je peux pardonner et leur donner une chance, mais ce sera à mes conditions. Dites-nous ce qu'ils sont, dit Raoul immédiatement. D'abord, j'ai dit, Miranda, Claudia, je veux des excuses publiques.
Je veux que vous appeliez votre famille et que vous m'expliquiez pourquoi vous m'avez exclu du mariage. Je veux que vous admettiez que c'était injuste et cruel. Claudia déglutit, mais hocha la tête. Ensuite, j'ai continué à regarder Raoul. Je veux que vous veniez dîner avec moi tous les dimanches pendant les 6 prochains mois. Juste toi et moi, pas de téléphone, pas de distraction. Je veux retrouver la relation que nous avions. C'est fait, dit-il sans hésiter. Et troisièmement, je les ai regardés tous les deux. La prochaine fois que vous me manquerez de respect, de quelque façon que ce soit, ce sera la dernière fois que vous me verrez. Il n'y aura pas de seconde chance après ça. Compris, dirent-ils à l'unisson. Je me suis levé et les ai serrés dans mes bras. Maintenant, je vous l'ai dit, voulez-vous rester dîner? Pour la première fois depuis des années, le sourire de Raoul était tout à fait sincère. J'adorerais, maman. Les mois qui ont suivi ont été comme réapprendre à marcher après une grave blessure. Nous savions tous que les choses avaient changé de façon irréversible, mais personne ne savait exactement à quoi ressemblerait cette nouvelle version de notre famille. C'était un territoire inconnu pour nous tous. Le premier dimanche où Raoul est venu dîner seul a été étrange. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas partagé un repas sans la présence intimidante de Claudia, que nous avions presque oublié comment nous parler. Les premières minutes, nous avons discuté de choses superficielles, la météo, son travail, ma santé. Mais peu à peu, à mesure que la tension se dissipait, des fragments du fil dont je me souvenais ont commencé à émerger. « Tu te souviens » a-t-il demandé tandis que nous mangions le poulet au mol, son plat préféré depuis mon enfance, quand tu m'emmenais à la plage le dimanche après la messe. « Bien sûr que je m'en souviens, ai-je répondu. Tu aimais chercher des coquillages et faire comme si c'était des trésors de pirates. Et tu faisais toujours comme si c'était des vrais, a-t-il dit avec un sourire mélancolique. Tu m'as dit que si j'en trouvais assez, on pourrait acheter un bateau et devenir pirates ensemble. J'ai encore quelques-uns de ces coquillages, lui ai-je dit. Je les ai mis dans une boîte dans mon placard. Il est resté silencieux un moment, mâchant lentement. Pourquoi les as-tu gardés? A-t-il demandé. Parce que c'étaient des cadeaux d'amour, ai-je répondu simplement. On ne jette jamais un cadeau d'amour. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Maman, a-t-il dit d'une voix brisée, comment as-tu pu me pardonner? C'était une question que je me posais souvent ces dernières semaines. Parce que tu es mon fils, ai-je dit, et parce que j'ai vu que tes regrets étaient réels, mais surtout parce que j'ai appris que garder rancune me faisait plus de mal que toi. Je ne mérite pas ton pardon, a-t-il murmuré. Peut-être pas, lui ai-je dit honnêtement, mais je mérite la paix qui vient avec le pardon. Au cours des semaines suivantes, nos dîners du dimanche sont devenus des séances de thérapie improvisées. Raúl me le dirait. Je lui ai parlé de la pression qu'il avait ressentie en entrant dans le monde de Claudia, de la façon dont il avait commencé à considérer son passé comme honteux plutôt que comme quelque chose qu'il avait façonné. Je lui ai parlé de la solitude que j'avais ressentie, des nuits où j'avais pleuré en me demandant ce que j'avais fait de mal en tant que mère. La famille de Claudia ne m'a jamais vraiment acceptée, a-t-il avoué un après-midi. Ils m'ont toujours vu comme le pauvre gosse qui s'était infiltré dans leur cercle social, et au lieu de me défendre et de reconnaître mes origines, j'ai essayé de changer pour m'intégrer. Et ça a marché? Lui ai-je demandé. Non, a-t-il admis. Ça n'a jamais marché. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Ma façon de parler, mes références culturelles, mes goûts. Je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas, et pourtant, je n'étais jamais assez bien pour eux. Et qu'est-il arrivé à Claudia dans tout ça? Raúl soupira profondément. Claudia a beaucoup changé depuis que tu étais chez toi, me dit-il. Je crois que pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que signifiait le travail acharné et le sacrifice, et réalisait qu'elle agissait exactement comme ses parents, méprisant ceux qui avaient accompli des choses sans privilège. C'était vrai. Claudia avait changé du tout au tout depuis son retour. Les rares fois où je l'avais vue, elle se comportait complètement différemment, plus humble, plus respectueuse, plus consciente de ses paroles et de ses actes. Un après-midi, environ un mois après cette première conversation, Claudia m'a appelé pour me demander si elle pouvait venir me voir seule. Bien sûr, ai-je répondu, curieuse de savoir ce qu'elle avait à me dire. Elle est arrivée cet après-midi-là vêtue beaucoup plus simplement que d'habitude, un jean et un simple chemisier blanc, sans les bijoux ostentatoires qu'elle portait habituellement. Elle avait l'air normal, comme une personne normale, pas comme la princesse inaccessible qu'elle avait été pendant des années. Marisla, dit-elle après s'être assise. Je veux te dire quelque chose que je n'en ai même pas parlé à Raoul. Je t'écoute, ai-je dit. Pendant qu'on était chez toi, a-t-elle commencé. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma propre vie, à la façon dont j'ai été élevée, à ce que mes parents m'avaient appris sur la valeur des gens. Elle s'est arrêtée, comme si elle peinait à poursuivre.
Mes parents m'ont appris que la valeur des gens dépend de ce qu'ils ont, et non de ce qu'ils sont, a-t-elle poursuivi. Ils m'ont appris que les gens qui travaillent de leurs mains sont inférieurs à ceux qui travaillent avec leur esprit. Ils m'ont appris que l'argent hérité vaut plus que l'argent gagné. Et tu y croyais? Lui ai-je dit sans la juger. J'y croyais parce que je n'avais jamais rencontré personne qui puisse me prouver le contraire, a-t-elle répondu. Jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai été surprise par son honnêteté. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ai-je demandé. Beaucoup de petites choses, a-t-elle dit. Mais il y a eu un moment précis. J'étais dans ta cuisine en train de préparer du café avec la cafetière que tu as là, et j'ai vu un mot collé sur le réfrigérateur. C'était une liste de choses que tu voulais acheter pour la maison, avec le prix à côté de chaque article. Je me suis souvenu de cette liste. Je l'avais faite des mois auparavant, en calculant combien d'argent je devais économiser pour faire quelques améliorations dans la maison. J'ai vu que tu avais écrit une nouvelle lampe pour le salon. 45$, et à côté, tu avais écrit 3 jours de travail supplémentaire, a continué Claudia. Et j'ai réalisé que pour toi, cette lampe représentait 3 jours de travail supplémentaire, 3 jours à se lever tôt, à être plus fatigué, à sacrifier ton temps libre. C'est comme ça quand on n'a pas d'argent, lui ai-je dit simplement. Exactement. Elle a dit, et je n'avais jamais eu à penser comme ça. Pour moi, 45$, c'était ce que je dépenserais pour une tasse de café sans hésiter, mais pour toi, c'était 3 jours de travail supplémentaire. Et ça t'a fait réfléchir. Cela m'a fait comprendre que tu accordais de la valeur aux choses d'une manière que je n'avais jamais apprise. Tu m'as répondu que chaque objet de ta maison était le fruit d'un effort. Et j'ai réalisé que je méprisais quelqu'un qui avait accompli plus avec moins de ressources que je n'en avais jamais eu de toute ma vie. Ce fut une conversation profonde et sincère. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de connaître la vraie Claudia, et non la version artificielle que j'avais incarnée pendant des années. Que veux-tu faire de cette nouvelle perspective? Lui ai-je demandé. Je veux changer, a-t-elle dit avec détermination. Je veux devenir une meilleure personne, et je veux que tu t'apprennes quoi? À valoriser les choses, à travailler pour ce que je veux, à ne rien tenir pour acquis. C'était une demande étrange, mais sincère. Tu es sûr? Lui ai-je demandé. Car apprendre à valoriser les choses, c'est aussi apprendre à vivre sans certaines d'entre elles. J'en suis sûre, a-t-elle répondu sans hésiter. Au cours des semaines suivantes, Claudia a commencé à venir me rendre visite régulièrement, non pas pour les dîners du dimanche avec Raoul, qui restait notre temps libre, mais pour ce que nous avons commencé à appeler des leçons de vie. Je lui ai appris à cuisiner, non pas des plats élaborés, mais des repas simples et nutritifs qui ne coûtaient pas une fortune. Je lui ai appris à gérer un budget, à comparer les prix au supermarché, à réparer les choses au lieu de les remplacer immédiatement. Pourquoi répares-tu cette chaise au lieu d'en acheter une neuve? M'a-t-elle demandé un jour alors que je ponçais et peignais une vieille chaise en bois. Parce que cette chaise a une bonne structure, ai-je expliqué. Elle a juste besoin d'un peu d'entretien pour être comme neuve. Pourquoi dépenser 100$ pour une nouvelle chaise alors que je peux rendre celle-ci parfaite pour 100$ de peinture? Je n'y avais jamais pensé, a-t-elle admis. D'ailleurs, ajoutai-je, cette chaise a une histoire. C'est la première que j'ai achetée en emménageant dans cette maison. Elle m'accompagne depuis 15 ans. La jeter, ce serait comme jeter un morceau de mon histoire. Je l'ai observé assimiler cette information, comprendre que les choses pouvaient avoir une valeur au-delà de leur valeur monétaire. Le plus grand changement est survenu lorsque Claudia a décidé de chercher un emploi. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie, mais elle voulait découvrir ce que cela signifiait de gagner sa vie. Mes parents sont furieux, m'a-t-elle confié un après-midi. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je veux m'abaisser à travailler alors que ce n'est pas nécessaire. Et que leur as-tu dit? Celle qui voulait comprendre ce que mon mari et ma belle-mère avaient vécu toute leur vie a répondu qu'elle voulait être une personne à part entière, pas seulement un ornement coûteux dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique médicale. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais honnête et lui a permis de toucher son premier salaire durement gagné. Marisla m'a crié dessus avec enthousiasme le jour où elle a reçu son premier salaire. Regarde, m'a-t-elle montré son chèque comme s'il s'agissait d'un prix Nobel. Qu'est-ce que ça fait? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse à son expression. C'est incroyable, m'a-t-elle dit. J'ai l'impression d'être enfin une vraie personne. Ce soir-là, Claudia a emmené Raoul dîner avec son premier salaire. Non pas dans un restaurant cher comme toujours, mais dans une taqueria sans prétention où la nourriture était délicieuse et les prix raisonnables. Je n'avais jamais vu Claudia aussi heureuse, m'a dit Raoul le dimanche suivant. C'était comme si j'avais découvert un super pouvoir que j'ignorais. Et toi, que penses-tu de tous ces changements? Ai-je demandé. J'ai l'impression d'avoir enfin une vraie femme. Elle a répondu,
Non pas une princesse dont il faut prendre soin, mais une compagne capable d'affronter la vie avec moi. C'était magnifique de voir comment leur relation s'est transformée. Ce n'était plus Raoul qui cherchait désespérément à impressionner une femme inaccessible, mais deux adultes construisant une vie commune fondée sur des valeurs authentiques. Mais le changement le plus marquant est survenu 3 mois plus tard, lorsque Claudia a fait quelque chose de totalement inattendu. Le changement le plus marquant est survenu lorsqu'elle a organisé un second mariage. On ne me l'a pas dit directement. Je l'ai appris par hasard en entendant Raoul parler au téléphone avec quelqu'un des préparatifs de la cérémonie. Au début, j'ai ressenti une douleur familière, un autre mariage auquel je ne serais pas invitée. Tout ce temps de réconciliation n'avait été qu'une mise en scène élaborée, mais j'ai décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives. J'avais appris à leur accorder le bénéfice du doute, du moins jusqu'à ce que j'aie toutes les informations. C'est Claudia qui est venue me parler 2 jours plus tard. Marisla me l'a dit avec un sérieux que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai une question très importante à te poser. Dis-moi, ai-je répondu, me préparant mentalement à tout. Raoul et moi voulons nous remarier, a-t-elle commencé. Mais cette fois, nous voulons le faire bien. Nous voulons un vrai mariage avec les personnes qui comptent vraiment pour nous. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé une expression neutre. Et qu'est-ce que ça me concerne? Ai-je demandé. Nous voulons que ce soit toi qui me donnes Raoul, a-t-elle dit, la voix légèrement brisée. J'étais sans voix. À tous les mariages que j'avais vus, c'était toujours le père de la mariée qui la remettait au marié. C'était une tradition ancienne, symbolique et sacrée. Je ne comprends pas, ai-je fini par lui dire. Mes parents ne seront pas présents à ce mariage, a expliqué Claudia. Quand je leur ai dit que je voulais une cérémonie simple, que je voulais t'inviter, que je voulais que ce soit une cérémonie d'amour véritable et non une démonstration de statut social, ils ont refusé. Refusé? Ai-je demandé, surpris. Ils ont dit qu'ils ne s'abaisseraient pas à assister à un mariage dans un jardin public avec des gens de la classe ouvrière, a-t-elle répondu avec amertume. Ils ont dit que si je voulais me marier comme une paysanne, je pouvais le faire sans sa présence. C'était cruel, mais pas vraiment surprenant, connaissant la famille de Claudia. Et qu'en penses-tu? Demandai-je. Ça fait mal, admit-elle. Mais ça me libère aussi. Ça m'évite d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas pour gagner son approbation. Et pourquoi veux-tu que ce soit moi qui te donne? Claudia resta silencieuse un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Parce que tu es la personne qui s'est le plus battue pour l'amour dans cette famille, dit-elle finalement, parce que tu m'as appris ce que signifie le véritable engagement. Et pourquoi? Parce que je veux que tu saches que je comprends maintenant la valeur de ce que tu as toujours donné. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues sans que je puisse les retenir. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire timide, techniquement, c'est à moi que vous donnez votre fils, et non à moi. Vous m'offrez le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu, votre fils, et je tiens à vous promettre publiquement que je prendrai soin de lui comme vous l'avez fait toute sa vie. C'était un geste si beau, si significatif, que je ne savais pas quoi répondre. Raoul, ça te va? Demandai-je. C'était son idée, répondit-elle. Elle disait qu'elle voulait que la personne la plus importante de sa vie nous donne sa bénédiction. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis retournée dans tous les sens en repensant à tout ce qui s'était passé, au cheminement émotionnel que nous avions parcouru en famille, au chemin parcouru depuis ce terrible appel téléphonique des mois auparavant. Le mariage était prévu en petit comité, mais significatif. 20 personnes au total, quelques amis proches de Raoul, mes sœurs, quelques collègues de Claudia et les quelques membres de sa famille qui l'avaient soutenu dans sa décision de changer de vie. Claudia avait choisi une simple robe ivoire achetée avec l'argent de son travail. Ce n'était pas une robe de créateur à des milliers de dollars, mais quelque chose de beau et d'élégant qu'elle pouvait se permettre avec son salaire de réceptionniste. « Tu l'aimes » m'a-t-elle demandé en l'essayant. « Tu es magnifique » lui ai-je dit avec sincérité. « Mais plus que ça, tu es toi-même. » « C'est la première fois de ma vie que je me sens moi-même » a-t-elle répondu. La cérémonie s'est déroulée dans un petit jardin public surplombant la mer. Claudia avait insisté pour que ce soit près de l'océan, car elle voulait que cela me rappelle ma maison de plage, le lieu où sa transformation avait commencé. Le jour du mariage, je me suis levée tôt et je me suis habillée avec soin. J'ai choisi une robe verte achetée spécialement pour l'occasion. Je me suis coiffée et j'ai appliqué un maquillage léger. Je voulais être au mieux de ma forme, non seulement pour la cérémonie, mais aussi parce que je savais que ce jour serait l'un des plus importants de ma vie. À mon arrivée au jardin, Claudia était déjà là, nerveuse mais rayonnante. Elle s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. « Merci » m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. »« Merci » ai-je répondu, d'avoir saisi cette opportunité et d'en avoir fait quelque chose de beau.
La cérémonie était simple mais émouvante. L'officiante a parlé d'amour véritable, de l'importance de la famille, de la valeur du pardon et des secondes chances. Au moment de donner la mariée, je me suis levée. Claudia m'a pris le bras et nous avons marché ensemble jusqu'à Raoul qui m'attendait. Mon fils était plus beau que jamais, mais surtout, il semblait apaisé. Il ressemblait à l'homme que j'avais toujours espéré qu'il soit. Arrivé à l'hôtel, l'officiant a prononcé les paroles traditionnelles. Qui donne cette femme pour épouser cet homme? Je la donne, ai-je répondu d'une voix claire et forte, et en même temps, je donne mon fils pour fonder une nouvelle famille fondée sur l'amour, le respect et les vraies valeurs. J'ai placé la main de Claudia dans celle de Raoul et les ai regardés tous les deux. Prenez soin l'un de l'autre, leur ai-je dit. Respectez-vous toujours l'un l'autre et souvenez-vous que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision que l'on prend chaque jour. Ils avaient tous les deux les larmes aux yeux et hochèrent la tête. La cérémonie s'est poursuivie avec les vœux qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Raoul a promis de ne plus jamais avoir honte de ses racines, de ne plus jamais laisser quiconque manquer de respect à sa famille et d'être le mari que Claudia méritait. Claudia a promis de continuer à grandir, d'apprécier ce qu'ils avaient et d'aimer Raoul tel qu'il était, sans chercher à le faire entrer dans des moules étrangers. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, le baiser qu'ils ont échangé était sans précédent dans les démonstrations d'affection que j'avais vues auparavant. C'était sincère, plein d'amour véritable, pas un acte social. Pendant la réception, qui consistait en un simple repas dans le même jardin, Raoul s'est approché de moi. « Maman, » a-t-il dit, « je veux que tu saches que c'est le plus beau jour de ma vie. Non pas à cause du mariage en lui-même, mais parce que j'ai enfin le sentiment d'avoir une vraie famille. Tu as toujours eu une vraie famille, ai-je répondu. Tu as juste perdu de vue ce que cela signifiait. Je ne la perdrai plus jamais, a-t-il promis. Ce soir-là, de retour de la fête, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de thé et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. De ce douloureux appel téléphonique à cette belle journée, nous avions parcouru un chemin qu'aucun de nous n'avait anticipé. J'avais appris que parfois, le plus grand amour est de fixer des limites claires, que pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas porter le poids du ressentiment, et que l'on peut vraiment changer lorsqu'on est prêt à faire le difficile travail d'analyse de ses propres actions et valeurs. Mais plus que tout, j'avais retrouvé mon fils. Non pas le fils parfait que j'avais idéalisé, mais le vrai fils, avec ses défauts et ses qualités, qui avait appris de ses erreurs et était déterminé à devenir meilleur. Les mois qui ont suivi le second mariage ont été comme vivre dans un monde nouveau. La transformation n'avait pas seulement été celle de Claudia et Raoul. J'avais changé aussi. Je n'étais plus la mère qui sacrifiait tout sans se poser de questions, qui acceptait n'importe quel compromis pour préserver la paix familiale. J'avais appris à m'estimer, à fixer des limites et, curieusement, cela avait renforcé mes relations, au lieu de les affaiblir. Raoul préparait scrupuleusement nos dîners du dimanche. Chaque semaine, il arrivait ponctuel à 18h, et pendant ces heures, nous étions mère et fils, reconstruisant la confiance perdue. Nous parlions de tout, de son travail, de ses rêves, de ses peurs, de ses erreurs et de ses efforts pour devenir une meilleure personne. Tu sais ce qui est le plus étrange ? M'a-t-il dit un dimanche, alors que nous mangions le poulet mijoté qu'il adorait depuis son enfance. Maintenant que j'ai une vraie relation avec toi, je me sens plus en sécurité dans tous les aspects de ma vie. Que veux-tu dire ? Ai-je demandé. Avant, quand j'essayais de cacher mes origines, je me sentais toujours comme un imposteur, expliqua-t-il, comme si quelqu'un allait découvrir à tout moment que je n'appartenais pas vraiment à ce monde élégant. Mais maintenant que j'assume mon histoire, que je parle fièrement de ma mère, qui a travaillé si dur pour m'élever, je me sens authentique. L'authenticité donne toujours plus de sécurité que le jeu d'acteur, lui ai-je dit. Exactement. Et au travail, mes collègues me respectent davantage maintenant qu'ils connaissent ma véritable histoire. Avant, ils pensaient que j'étais un enfant privilégié comme les autres. Maintenant, ils savent que j'y suis arrivé par mes propres mérites, au prix de sacrifices et d'efforts. C'était vrai. Raoul avait commencé à parler ouvertement de ses origines modestes, de la façon dont sa mère célibataire l'avait élevé, des sacrifices qu'ils avaient consentis ensemble pour en arriver là. Et loin de lui nuire professionnellement, cela lui avait valu le respect sincère de ses collègues et de ses supérieurs. Claudia a également poursuivi sa transformation. Après plusieurs mois comme réceptionniste, elle avait été promue assistante administrative. Son patron avait remarqué son dévouement, sa ponctualité et sa soif d'apprendre. Pour la première fois de sa vie, elle se bâtissait une réputation fondée sur son propre mérite. « Mes vieux amis ne comprennent pas ce qui m'est arrivé », m'a-t-elle confié un après-midi lors d'une visite. Ils disent que je suis devenue ordinaire, que j'ai perdu ma classe. « Et toi, qu'en penses-tu » lui ai-je demandé. Au début, ça m'a fait mal, a-t-elle admis, mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'étaient pas vraiment mes amis.
C'étaient des gens qui étaient avec moi parce que je correspondais à un certain standard social, et non parce qu'ils me connaissaient vraiment ou m'appréciaient en tant que personne. Et toi, t'es-tu fait de nouveaux amis? Oui, a-t-elle dit avec un sourire sincère, au travail, à la salle de sport où je vais maintenant, au cours de cuisine que je suis. Ce sont de vraies personnes, avec de vrais problèmes et de vraies joies. Les conversations sont bien plus intéressantes quand elles ne portent pas seulement sur qui a acheté quoi ou où on est allé en vacances. C'était magnifique de la voir s'épanouir. La femme froide et calculatrice que j'avais connue des années auparavant avait été remplacée par quelqu'un de chaleureux, d'authentique et d'étonnamment drôle. Quand elle riait maintenant, le rire lui parvint aux yeux. Lorsqu'elle parla, ses mots avaient du sens. Un jour, environ 6 mois après notre deuxième mariage, Claudia arriva chez moi avec une demande en mariage inattendue. Marisla me le dit avec un sérieux qui m'inquiéta. Je veux te demander quelque chose, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé d'accepter. Dis-moi, répondis-je, intrigué. Raoul et moi parlons d'acheter une maison, commença-t-elle. Nous avons économisé, et avec nos 2 salaires, nous pouvons déjà verser un acompte pour quelque chose de petit mais joli. Je trouve ça merveilleux, lui dis-je sincèrement. Mais nous ne voulons pas acheter n'importe quelle maison, poursuivit-elle. Nous voulons acheter ta maison de plage. J'ai été complètement surprise par tout ce que j'aurais pu attendre d'elle, celle-là n'était absolument pas sur ma liste. Ma maison de plage, répétai-je. Nous savons ce que cette maison représente pour toi, dit-elle rapidement. Nous savons tout le travail que tu y as consacré, tous les sacrifices que tu as faits pour l'obtenir. C'est pourquoi nous voulons te l'acheter au prix du marché. Je lui ai demandé un prix, pas une faveur. Mais pourquoi cette maison en particulier? Je lui ai demandé, parce que c'est là que ma transformation a commencé, a-t-elle répondu, les yeux brillants. C'est là que j'ai appris à apprécier ce qui compte vraiment. C'est là que Raoul et moi avons eu les conversations les plus franches sur notre relation. Cette maison a une signification particulière pour nous, et nous voulons la préserver. De plus, a-t-elle ajouté, nous voulons que tu puisses y avoir accès quand tu le souhaites. Nous voulons que tu saches que tu auras toujours un endroit où te reposer, réfléchir, être en paix. C'était une demande en mariage émouvante et généreuse, mais elle m'a aussi mise dans une situation difficile. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit. Bien sûr, a répondu Claudia. Prends tout ton temps. Les semaines suivantes, je n'ai pas arrêté de penser à sa demande en mariage. Cette maison avait été mon refuge pendant si longtemps, mon lieu sacré où je me réfugiais pour guérir et réfléchir. J'étais prête à y renoncer, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que cette maison avait rempli sa fonction. Elle m'avait apporté la paix quand j'en avais besoin. Elle m'avait offert un espace pour digérer mes émotions dans les moments les plus difficiles et avait été le cadre où ma famille avait commencé à guérir. Maintenant, cette maison pouvait avoir une vocation encore plus belle. Être le foyer où mon fils et sa femme construiraient leur nouvelle vie ensemble, où peut-être ils élèveraient mes futurs petits-enfants, où ils continueraient à grandir, en tant que personne et en tant que couple. De plus, l'argent de la vente m'apporterait une sécurité financière que je n'avais jamais connue auparavant. Je pourrais épargner pour ma retraite, peut-être voyager un peu, ou simplement avoir la tranquillité d'esprit de savoir que je n'aurais pas à me soucier de l'argent pendant mes vieux jours. 3 semaines plus tard, je les ai appelés pour leur donner ma réponse. J'ai décidé de leur vendre la maison, leur ai-je annoncé lorsqu'ils sont venus dîner. Ils ont tous les 2 crié de joie et m'ont serré dans leurs bras. Mais j'ai continué. J'ai quelques conditions. Ce que vous voulez, ont-ils dit à l'unisson. Première condition, je veux participer à la décoration. Cette maison a une histoire, et je veux m'assurer que vous la compreniez et la respectiez. Cette histoire. Absolument, dit Claudia. Deuxième condition. Je veux que tu me promettes que si jamais tu décides de vendre la maison, tu me donneras un droit de préemption pour la racheter. Promis, dit Raoul. Et troisième condition, ajoutai-je en souriant. Je veux que tu m'invites à y passer de longs week-ends au moins une fois par mois. Ce n'est même pas une condition, s'exclama Claudia. C'est exactement ce que nous espérions. La vente a été riche en émotions, mais magnifique. Pendant que je rangeais mes affaires, Claudia et Raoul m'ont aidé, et chaque objet a déclenché une histoire, un souvenir que j'ai partagé avec eux. J'ai trouvé ce coquillage le premier jour où je suis arrivée ici après l'achat de la maison, leur dis-je en emballant une conque particulièrement belle. J'étais si heureuse d'avoir un endroit à moi au bord de la mer que j'en ai pleuré de joie. Je veux que tu l'emportes avec toi, dit Claudia. Mais je veux aussi que tu racontes cette histoire à mes enfants quand je les aurai, pour qu'ils connaissent la grand-mère qui a travaillé si dur pour obtenir cette maison. Ces mots m'ont touchée. L'idée d'être grand-mère, d'avoir des petits-enfants qui grandiraient en connaissant et en respectant mon histoire, m'a rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Le jour de la signature des papiers de vente, j'ai pleuré non pas de tristesse, mais d'un mélange complexe de nostalgie, de fierté et d'espoir. Je fermais un beau chapitre de ma vie pour en ouvrir un encore plus beau. Ce soir-là, Raoul et Claudia m'ont emmené dîner dans mon restaurant préféré pour fêter ça. Pendant le dîner, Raoul m'a tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Ouvre-la » a-t-il dit avec un sourire mystérieux. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété, mais ce n'était pas celui de la maison de plage. C'était celui d'un petit appartement dans un immeuble neuf près du centre-ville. « Je ne comprends pas » ai-je dit, perplexe. « C'est ta nouvelle maison » a expliqué Claudia. « On te l'a achetée avec une partie de l'argent qu'on avait économisé pour la maison de plage. »« Mais je ne t'ai pas demandé ça » ai-je protesté. « On sait » a dit Raoul. « Mais on veut que tu aies un nouvel endroit pour commencer cette nouvelle étape de ta vie. Un endroit moderne et confortable, sans escalier, proche de tout ce dont tu as besoin, et tout près de nous » a ajouté Claudia. C'était un cadeau si généreux et inattendu que je ne savais pas quoi dire. « Et puis » a dit Raoul avec un sourire malicieux, « l'immeuble a une terrasse sur le toit avec vue sur l'océan. Ce n'est pas la même chose que ta maison de plage, mais on a pensé que tu aimerais aussi pouvoir voir l'océan depuis ta nouvelle maison. » Ce soir-là, alors que je rentrais à mon ancienne maison pour la dernière fois, j'ai eu l'impression que ma vie entrait dans une toute nouvelle phase. Une phase où j'étais respectée, valorisée et aimée comme je l'avais toujours mérité. Aujourd'hui, 2 ans après ce coup de fil qui a tout changé, je suis assise sur la terrasse de mon nouvel appartement, admirant le coucher de soleil sur l'océan en sirotant mon café. À 68 ans, je peux affirmer avec certitude que ces années ont été les plus épanouissantes et les plus heureuses de ma vie. Ma nouvelle maison est parfaite pour cette étape de ma vie, moderne, confortable, avec ascenseur et proche de tout ce dont j'ai besoin. Mais plus que cela, c'est le symbole de ce que j'ai appris. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour exiger le respect que l'on mérite, pour construire la vie que l'on désire vraiment. Raoul et Claudia ont transformé mon ancienne maison de plage en une magnifique demeure. Ils ont respecté l'essence du lieu, tout en y ajoutant leur touche personnelle. Le jardin est rempli de fleurs que Claudia a plantées de ses propres mains. Je n'aurais jamais cru voir cette fille arriver il y a des années avec des ongles parfaits et des mains qui n'avaient jamais touché terre. Ils ont tenu leur promesse de m'inviter régulièrement. Chaque mois, je passe un long week-end avec eux. Nous cuisinons ensemble, nous promenons sur la plage et discutons pendant des heures sur cette terrasse où tout a commencé à changer. Mais maintenant, les conversations sont différentes. Il n'y a plus de tension, plus de double sens, plus de silence gênant. Il y a de l'amour sincère, du respect mutuel et la tranquillité d'une famille qui a appris à se valoriser. Claudia a continué à progresser professionnellement. Après 1 an comme assistante administrative, elle a décidé de faire des études de technicienne comptable. Elle travaille maintenant dans une petite entreprise où elle est appréciée pour son dévouement et son honnêteté. Elle a récemment remporté le prix de l'employé du mois et m'a montré son certificat avec la même fierté que j'ai ressentie lorsque Raoul m'a montré ses notes à l'université. Savez-vous ce qui est le plus incroyable ? Mes parents ont finalement décidé de me rencontrer. Non pas la version artificielle que j'étais avant, mais la personne que je suis maintenant. Et comment s'est passée cette rencontre ? Lui ai-je demandé. Étrange au début, a-t-il admis. Mais quand ils m'ont vu parler avec passion de mon travail, quand ils ont vu à quel point j'étais heureux avec Raoul, quand ils ont compris que je n'avais pas perdu ma classe, mais que j'avais trouvé ma personnalité, ils ont commencé à soutenir ma décision. Je suis content de l'entendre, lui ai-je dit sincèrement. Même ma mère m'a demandé si tu pouvais lui apprendre à faire des tamales, a-t-il ajouté en riant. Apparemment, après avoir goûté à ceux que j'avais préparés selon ta recette, il a décidé d'apprendre à cuisiner. Raoul a lui aussi continué à progresser. Il a obtenu une promotion importante au travail, précisément parce que ses supérieurs appréciaient son authenticité et son éthique de travail. Il n'est plus le jeune homme peu sûr de lui qui cherchait à cacher ses racines, mais un homme fier de son histoire et de ce qu'il a accompli. Les dimanches avec toi ont été la meilleure chose que j'aurais pu faire, m'a-t-il avoué récemment. Non seulement j'ai retrouvé ma mère, mais j'ai aussi retrouvé mon identité. Nos dîners du dimanche sont toujours sacrés. Ce ne sont plus des séances de thérapie comme au début, mais simplement des moments privilégiés entre mère et fils. On parle de tout et de rien, on rit. Parfois, on pleure en se remémorant les moments difficiles, mais on finit toujours par être reconnaissant du chemin parcouru ensemble. La semaine dernière, j'ai reçu la plus belle nouvelle de toutes. Je vais être grand-mère. Claudia est enceinte de 3 mois, et quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré de bonheur. Nous voulons que tu saches, m'a dit Raoul, que notre fils grandira en connaissant toute l'histoire de sa grand-mère. Il connaîtra le sacrifice, le travail, la dignité et l'amour inconditionnel. Et il apprendra à apprécier les choses, ajoutait Claudia.
Parce que nous allons l'élever avec les valeurs que tu nous as inculquées. J'ai décidé d'écrire mon histoire. Non pas pour la publier, mais pour la léguer à mon futur petit-fils. Je veux qu'il sache exactement comment nous en sommes arrivés là, quelles erreurs nous avons commises, quelles leçons nous avons apprises et pourquoi il est important de ne jamais avoir honte de ses origines. Dans ces pages, mon petit-fils découvrira l'histoire d'une femme qui a œuvré toute sa vie pour donner le meilleur à son fils, profondément blessée par l'ingratitude, mais qui a eu le courage d'exiger le respect et la sagesse de pardonner lorsque le regret était sincère. Il découvrira aussi l'histoire d'un fils qui s'est égaré, qui a troqué l'amour inconditionnel de sa mère contre l'approbation superficielle d'inconnus, mais qui a eu l'humilité de reconnaître son erreur et le courage de faire le nécessaire pour réparer les dégâts. Et il découvrira l'histoire d'une jeune femme qui a grandi dans le privilège mais sans valeur, qui a appris que la véritable classe ne vient pas de l'argent, mais du caractère, et qui a découvert que le travail honnête et l'amour sincère valent mieux que tous les bijoux du monde. Mais surtout, vous découvrirez l'histoire d'une famille qui s'est brisée et reconstruite plus forte qu'avant, car elle a appris que le véritable amour ne signifie pas accepter n'importe quel compromis, mais plutôt exiger le respect mutuel que nous méritons tous. Ma voisine, Aline, m'a récemment demandé si je regrettais d'avoir été si dure avec Raoul et Claudia lorsqu'ils m'ont manqué de respect. Jamais, ai-je répondu sans hésiter. C'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour nous tous. Pourquoi ? Parce que je leur ai appris que les actes ont des conséquences, que l'amour n'est pas inconditionnel en matière de respect élémentaire, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer si on le veut vraiment. Aujourd'hui, en regardant les lumières du coucher de soleil se refléter sur l'eau, je repense à tout ce que j'ai appris au fil des ans. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais de l'amour-propre. Que pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas porter le poids du ressentiment. Que l'on peut vraiment changer lorsqu'on est prêt à faire le difficile travail d'analyse de ses propres actions. Mais surtout, j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir honte d'eux qui on est ni d'où l'on vient. Le travail honnête, le sacrifice par amour, le dévouement à la famille sont des valeurs indémodables. Et quiconque vous rabaisse à cause de ces valeurs ne mérite tout simplement pas sa place dans votre vie. Mon téléphone sonne. C'est Raoul. Bonjour, maman. Comment vas-tu ? Très bien, mon fils. Et toi ? Parfait. Et si on te rendait visite demain ? Claudia avait une envie irrésistible de tétamal, et le bébé aussi, apparemment. Je ris, bien sûr. Je les attends à 18h. Je t'aime, maman. Et je t'aime, mon fils. Je raccroche et souris. Demain, mon fils et sa femme viendront chez moi, non pas parce qu'ils ont besoin de moi, mais parce qu'ils veulent être avec moi. Ils viendront déguster les plats que je cuisine avec amour, me raconter leur vie, m'inclure dans leurs projets d'avenir. Le soleil est complètement couché et les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Je me lève de ma chaise, prends ma tasse de café vide et rentre chez moi. Demain sera une autre belle journée, remplie d'amour, de respect et de dignité, comme il se doit. Et si mon histoire peut aider quelqu'un à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite, alors chaque larme, chaque moment difficile, chaque décision douloureuse en aura valu la peine. Car au final, nous méritons tous d'être aimés et respectés pour ce que nous sommes vraiment, et nous ne devrions jamais nous contenter de moins.